Pof, démarrer l'enregistrement. Je vais essayer de m'enregistrer en même temps. J'espère que ça n'a pas endommagé la qualité du son. Non, ça va, ça n'a pas endommagé ça. Ouais, le transcodage, c'est vraiment extrêmement aléatoire au final. Hein. Pourquoi j'ai plus du tout de son? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est parce que je viens de changer de morceau de musique. Et ce soir, j'utilise... hop, je vais mettre ça. Ici, on peut voir. J'utilise le... Ici, la table de mixage MIDI qui a été offerte par Bumblebee. Je sais pas si Bumblebee est là. Mais voilà, la table est ici. J'ai un petit peu bavé pour la configurer, mais vraiment, j'ai fait des trucs vraiment comme je voulais. Enfin, j'ai commencé à faire vraiment les trucs comme je voulais avec. C'est assez puissant par rapport à ce que je peux faire. 900p60, c'est bizarre comme format. 900p60, c'est peut-être un aspect ratio différent que le 16 neuvième pour certains jeux, je pense. Ah non, j'ai fait des super trucs. Je suis assez content de moi des réglages que j'ai fait sur la table de mixage là. Salut Louis. Je suis assez content parce que par exemple, vous voyez la lumière rouge. Là, c'est mon micro. Si jamais je le coupe, voilà, forcément vous m'entendiez plus. Mais surtout là, vous m'entendez. Moi, je m'entends pas. J'ai ce petit bouton là où j'ai mon retour. J'ai plus mon retour. Donc là, j'ai mon retour. Et l'autre bouton en dessous, si jamais j'appuie dessus, la lumière va s'éteindre, mais vous allez plus m'entendre. Alors que moi, je m'entendais encore. Bonsoir Fips01, bonsoir. Oui, Louis, ça va bien. Ça va bien, j'ai eu une journée un peu chargée, donc c'est un peu dur de démarrer ce soir. Ça va être un petit peu light, je pense, ce soir. Je vais pas faire hyper long parce que je vais vite être fatigué. Et je me relève tôt demain matin, donc du coup, bah oui, il va falloir un petit peu d'énergie. Ce 01 qui me sert. Je sais pas de quoi tu parles, Philippe, j'ai pas imprimé, j'ai pas fait le rapport. J'ai peut-être le cerveau qui marche un petit peu plus lentement, hein, là, c'est possible. Salut Cyberdias, bonsoir Jerfy. Sac à poil, oui, t'as vu le tweet, tu m'as vu avec mon beau... je vais fermer un petit peu les trucs là, avec mes belles protections. Je vais pouvoir montrer 2-3 petits trucs. Ça, regardez ça ouvert, attendez, hop. Ça, je vais fermer. Ah oui, le 01 de FIP, parce que je dis toujours, bah écoute, hein, moi c'est marqué FIP 01, je dis c'est FIP 0. Hein. Attendez, ça c'est bon. Si je regarde. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Je suis perdu dans mes boutons, me voilà. Voilà aujourd'hui avec dans la salle de cours d'un de mon client avec la visière et avec le masque pour donner une formation. C'était un petit peu sportif. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai du son là-dessus. Ouais, c'est bon, il y a toujours le son. Et donc ouais, ça s'est bien passé. Donc ça c'est cool. Par contre, je pourrais augmenter un petit peu là. Je vais essayer de faire les niveaux un petit peu correctement. Voilà. Hop, allez, on va revenir là. Je sais pas cette caméra là combien de temps elle va tenir. Parce que là, elle a chauffé. Je sais pas pourquoi elle est toute chaude. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais bon, on verra. Voilà, si elle marche plus, je passerai sur cette caméra là, quitte même à la déplacer si jamais il faut. Ah, pas de chance, Fips.
Vous avez vu, hein, je suis pas mal. Hein, oui, je vais m'envoler avec ça. Je suis pas mal avec tout ça. Bon, je vous avouerai que la visière, avec le masque, visière plus masque plus lunettes, c'est très très lourd. Hein. C'est très très lourd pour parler pendant 8 heures de la journée. Cyberdias, on se contacte en privé pour ça. Il n'y a pas de problème, je te dirai ça. Il n'y a pas de souci. Salut Sodral, j'espère que tu vas bien également. Alors sur les caméras, oui, non, mais non, moi non plus. Je vois pas d'intérêt à mettre la visière en plus du masque. C'est pour protéger des projections normalement. Les personnes sont à 2-3 mètres de moi. J'ai mes lunettes. Je suis pas sûr qu'il y ait grand intérêt. Elle était là, donc je l'ai mise et je l'ai utilisée. Hein. J'ai juste trouvé ça rigolo du coup de faire la photo avec. C'était l'occasion. Bonsoir Laure Judas. Jerfy, idéalement, dans un monde idéal, j'aurais d'autres objectifs que cela. Mais bon, pour le moment, j'ai cela. Ah, j'ai pas mis les overlays. Merci beaucoup, merci mille fois, Cyberdias. Merci mille fois. Il y a Cyberdias qui a offert des abonnements à la chaîne. Si jamais vous avez eu un abonnement offert par Cyberdias, allez bien le remercier. Hein. Merci mille fois d'avoir offert ça, Cyberdias. Bonsoir Abdelkara. Tout va bien. Un petit peu fatigué par la journée, mais tout va bien. Alors je vais juste regarder un truc, parce que là il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que les abonnements ne sont pas apparus sur le stream. Ouais, j'ai repris les formations. Salut Cyril. J'ai repris les formations ce matin. Ça faisait un mois que j'avais pas repris. Pourquoi effectivement Stream Elements, il est là pourtant. Attendez, je fais un test. Ah bah si, mais c'est juste que je l'ai pas vu. Ah mais attendez. C'est juste un fake, hein, ce que j'ai mis là. Ouais, Cyril, t'as vu, il y a également Germain d'OVH là, qui disait, qui me demandait si j'allais préparer, si je faisais un cours de soudure. Ouais, je t'enverrai, je vais te les envoyer, Cyberdias, la liste des formations. Attendez, je vérifie juste un truc. Bah, je peux vous montrer ce que je fais. Hein. Je suis en train de vérifier. Là, vous n'allez plus me voir. Je suis en train de vérifier pourquoi. Est-ce que Cyberdias, les cadeaux qu'il a faits ne sont pas apparus? Alertbox, c'est laquelle, celle-là? Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Si je regarde les détails. Settings. Bah si, pourtant, ça aurait dû apparaître. Bon, bah écoutez, ouais, bon, je regarderai ça plus tard. C'est pas très très gênant, c'est pas très très grave. En tout cas, merci mille fois. Cyberdias à avoir offert les abonnements. Et à plus tard, je t'enverrai un message. Je vais tout de suite noter de t'envoyer un message parce que sinon je vais oublier. Et bon blind test. Je prends un petit instant, je vais noter qu'il faut que j'envoie un message à notre ami Cyberdias. Voilà, j'ai fait ça. Ah non, mais attendez. Bah... Ouais, vous avez vu, hein, vous avez vu la chorégraphie que j'ai fait quand même sur Twitter également. Alors également, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas vu, non plus. Donc c'est juste que j'ai mis un tweet pour dire que je reprenais les formations présentielles. Voilà, c'est pas moi. Hein. Si seulement je dansais aussi bien que ça. Voilà. Bonsoir Zenix Makes Me. Et bienvenue ici Zenix Makes Me. Hop, attendez, on va revenir comme ça, on va remettre la caméra. Et normalement le son est plutôt correct. Bienvenue avec nous Zenix Makes Me, j'espère que tu vas te plaire parmi nous. Ce soir j'ai prévu de parler
ni de Linux, ni de radio. Ce soir, j'ai prévu de parler d'Internet. Alors évidemment, on pourra parler entre nous, je pourrais répondre à des questions, mais je voudrais parler un petit peu d'Internet et du fonctionnement d'Internet. Alors je ne sais pas s'il est là, il y a Christophe F0GVN qui m'a envoyé un message privé sur Twitter, je ne peux pas répondre tout de suite, là, je répondrai, je pense, plus tard dans la soirée ou demain. Oui, en fait... Oui, Louis, ce soir, j'ai prévu de parler de ça. Pourquoi est-ce que j'ai prévu de parler de ça? C'est que ce week-end, il y a eu un gros crash d'Internet. Un gros crash d'Internet. Il y a eu un crash d'Internet. Il y a eu une panne d'Internet. Et je ne sais plus qui m'en a parlé. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion qu'on regarde un petit peu, parce que j'avais ça dans ma liste, dans le Trello, j'avais ça dans ma liste, expliquer comment fonctionne Internet, de revenir là-dessus. Ouais, il y a eu Level 3 qui est parti en vrille, et qui a commencé à annoncer des routes n'importe comment. J'ai pas regardé en détail, je vais regarder en détail avec vous, mais je me suis dit que ça valait le coup du coup qu'on explique un petit peu. J'avais déjà fait un truc sur le réseau, on va regarder d'un point de vue moins technique, d'un point de vue plus global, comment fonctionne l'Internet. Et on va voir qu'en fait l'Internet il fonctionne grâce à des humains. Normalement c'est assez intéressant à regarder. Voilà. Il est quelle heure? Oui, c'est l'heure de vraiment commencer. Vous êtes déjà 28 ici. Donc je vais commencer tranquillement. Si jamais la musique est trop forte, n'hésitez pas à le dire. Je la baisserai un petit peu. Vu que j'ai pas mon retour. Oh oui, ça va, le son est quand même bien assez fort par rapport à la musique normalement. Alors. Hop, je sais pas si Bumblebee est là. En tout cas, si Bumblebee est là, je ferai un petit coucou direct et je montrerai si jamais il fait signe, je montrerai la table de mixage qu'il m'a offerte en cadeau de la wishlist Amazon. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait de bouton pour la wishlist Amazon. Bonsoir Ptepikjol. Alors, on va commencer à parler un petit peu de ce que c'est que l'Internet et de ce qui s'est passé. Ce week-end. Il y a eu plusieurs choses intéressantes. Avant de regarder ce qui s'est passé sur ce week-end, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Webdelkara, ça marche bien. Il a fallu que je me creuse la tête pour faire une configuration qui correspondait à ce que je voulais. Ça m'ouvre des portes. C'est pas trivial. Je ferai vraiment un truc là-dessus. C'est ça. Bumblebee a dû résilier son abonnement internet pour payer la table de mixage. En tout cas, je le remercie, mais 1000 fois, quoi. C'est vraiment un super outil pour moi. Là, je commence à l'utiliser, mais ça va permettre d'aller beaucoup plus loin que simplement... je peux faire plein de trucs avec. Bref, si on revient à l'Internet. À l'Internet, nous, on voit de l'Internet que 2-3 petits trucs. Salut, Gjerkou. Ce qu'on voit de l'Internet, c'est qu'on a notre ordinateur. Hein, moi, j'ai mon ordinateur qui est ici, ça c'est le PC, ça c'est le Mac, voilà. Mon PC, il est connecté avec un câble sur ma box. Bon, il y a un switch, etc. Mais enfin bon, en gros, il est connecté sur ma box. Et puis, depuis ma box, c'est connecté à l'Internet. Et à partir de là, ça fonctionne. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il va falloir qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on fait pour discuter avec une adresse IP qui est n'importe où dans le monde. Pour ça, hop, je vais effacer ça. Je sais que vous ne voyez pas ce que je fais. Ça vient dans une seconde. Google Drive avec le compte de la chaîne, qui est celui-là. Hop. Là, vous voyez ce qu'il y a sur la chaîne. Ouais, c'est un peu la méthode passe à ton voisin. Mais le voisin, il faut être capable de discuter avec lui. Et toute la difficulté va être là. J'ouvre un document, c'est juste que j'ouvre un document Google Drive, je pourrais ouvrir un PowerPoint, je pourrais ouvrir n'importe quoi. C'est juste que ça me permet de pouvoir éventuellement vous y donner accès. Je vais tout de suite faire share. Hop. Internet. Comment ça marche? Voilà. Alors.
Voilà, toutes les personnes qui ont le lien pourront voir. Zut, du coup, comment est-ce que je vais l'envoyer? Je vais l'envoyer ici sur le chat. Voilà le document qui, pour le moment, est vide. Pour l'instant, c'est vide. Mais on va regarder ça ensemble. Alors, mon Internet, il est lié à mon opérateur réseau, évidemment. Donc ici, je vais faire quoi? J'ai mon PC. J'ai mon PC. Et sur mon PC, je vais essayer de surveiller le chat en même temps. J'ai pas prévu dans celle-là de parler d'IP du tout. Je vais vraiment parler à un niveau qui est plus haut niveau, Little Black. Ce qu'il faut te dire c'est que l'IPv6, il est là. C'est pas un truc qui va venir, il est là aujourd'hui. Je retrouve pas. Je suis toujours perdu avec cette interface. J'ai pas ce que je voulais. Ah si, c'est ça que je voulais faire en fait. Il est là, hein, l'IPv6. C'est juste qu'il est là en complément aujourd'hui de l'IPv4. Ok, hop, je vais le mettre au fond du coup parce que c'est order send to back. Voilà. Donc là j'ai mon PC. Sur mon PC, je suis connecté à Internet. Mon PC, il est connecté à ma box. Et puis ma box, elle est connectée à l'Internet mondial. Voilà. Donc là, il y a une petite flèche. Je fais une petite flèche qui va de là à là. Avec un bout, avec hop, une jolie flèche. Et puis peut-être un petit peu plus large que ça, je sais pas où c'est. Bon, peu importe, format option. Size, voilà, c'est ça, c'est la size. Ah, c'est pas ça que je pensais. Bon, tant pis. Bon, voilà, j'ai mon PC et puis j'ai la box qui est là. Alors, ma box, elle ne sert qu'à une seule chose. Elle sert à discuter avec le réseau de l'opérateur. Si vous êtes chez Free, votre box, elle sert à discuter avec le réseau de Free. Si vous êtes chez Orange, elle sert à discuter avec le réseau de chez Orange. Si vous êtes chez SFR, à discuter avec le réseau de chez SFR, chez Bouygues, avec le réseau de chez Bouygues et tous les autres. Je donne pas plus de détails, plus de listes que ça en fait déjà pas mal, j'ai pris les plus grands. Si vous êtes chez FDN, ça vous permet de discuter avec le réseau de chez FDN, etc. Donc en gros, pour le moment, tout ça, c'est à l'intérieur d'un réseau. Quel réseau d'un opérateur? Alors, s'il y a des vrais gros pros du réseau, vous pourrez corriger si je dis des bêtises. Je vais essayer de ne pas en dire, mais vous pourrez corriger si jamais je dis des bêtises. Hop, hop. Ça, c'est le réseau, comme vous le voyez. Moi, je suis Orange, donc ça se voit, hein, c'est du orange. Non, j'ai pas de problème, de couleur, c'est juste que j'ai pris cette couleur-là, mais ça, ici, c'est le réseau hop, on va couper ça. C'est le réseau Orange. Hop là. Je vais peut-être le mettre de la bonne couleur, hein. C'est peut-être mieux si je mets de orange. Voilà. Oui, je sais que c'est vert. Je sais, c'était exprès. Et du coup, quand moi je veux aller sur Internet, mais que je veux aller sur Internet quelque part qui est hébergé par Orange, que ce soit une filiale d'Orange ou autre. Quand je suis sur une des machines de chez Orange, hein, c'est hop, je vais faire ça, ça va être tout simplement ce que je vais dire un routeur. Je suis connecté à un des routeurs d'Orange. Voilà, ma box est connectée à un des routeurs d'Orange qui est capable de m'emmener, on va faire ça comme ça, hop, vers un serveur hébergé par Orange. Serveur hébergé par Orange. Je vais peut-être le faire un petit peu plus grand pour le moment, tant pis, j'agrandirai le truc plus tard. Voilà, c'est histoire que ce soit à peu près... Ah, c'est pas ça que je veux le faire. C'est histoire que ce soit à peu près lisible. Je sais que vous avez écrit des trucs, je n'ai pas vu encore ce que vous avez écrit. Voilà. Donc là, du coup, c'est assez simple. C'est assez simple. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Mon PC, il n'est pas dans le réseau d'Orange, il est dans mon réseau à moi. Voilà. Ma box. Le réseau d'Orange, il s'arrête à la box. Voilà. Mon PC, il est connecté à la box qui est sur le réseau d'Orange. Voilà. Donc du coup, c'est assez simple au final.
quand je veux joindre... Sac à poil, retiens la question pour la reposer un petit peu plus tard. Tu vas voir qu'en fait, on n'est pas à ce niveau-là. Tu vas voir que c'est un petit peu différent de ce dont je vais parler. Mais garde-la en tête, ta question. Ici, ce qui se passe, c'est que quand je veux joindre une machine qui est hébergée par Orange, je suis directement dans mon réseau, donc c'est facile à joindre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le problème, il ne va pas être là. Le problème, il est que, à un moment donné, je vais vouloir joindre un serveur qui va être hébergé chez un autre opérateur. Je vais prendre, par exemple, je vais faire d'une autre couleur, je vais prendre, par exemple, chez Iliad. Voilà. J'ai une machine qui est chez Dedibox, chez Scaleway. Anciennement Online, ils ont changé le nom. Donc du coup, le routeur sur lequel est connectée ma box, c'est hyper simplifié. Hein. C'est vraiment le principe que je vais vouloir faire. Lui, il va devoir discuter avec un routeur. Donc un routeur, c'est un ordinateur qui permet de relayer des paquets. Hein, on va dire ça comme ça. Je vais le formuler sous ce principe-là. Qui est... Alors c'est plus le réseau Orange, celui-là, c'est le réseau Online, par exemple. Pour tomber sur un serveur qui est chez Online. Hop là. Et ça fonctionne parce que le morceau qui est là, alors je vais essayer de trouver un truc pour le dire, ce morceau-là, hop, qu'on va mettre d'une autre couleur, c'est une interconnexion qu'on va avoir. Attends, pas tout à fait là. C'est une interconnexion qu'on va avoir entre. Je vois pas mes. C'est plutôt lui qu'il faut que je mette tout au fond. Qu'on va avoir entre les deux opérateurs. Ici, c'est ce qu'on va appeler une interconnexion entre Orange et Online. Et ce qui se passe, alors je ne sais pas exactement, parce que en plus Orange, je ne suis pas sûr qu'Orange ait une interconnexion directe avec Online, mais toi tu vas rester là, mon micro tu vas descendre. Mais grosso modo, ici ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir les deux opérateurs, ils vont se mettre autour d'une table et ils vont discuter pour convenir d'un accord qui va dire que le trafic de chez Orange, je l'envoie à ton routeur, toi, chez Online, et puis le Online va dire l'inverse. Ouais, c'est vrai qu'avec Online Scaleway, ils sont interconnectés, Petrus, tu as raison. Bonjour d'ailleurs, Petrus, j'avais pas vu que tu étais là. Par contre, je suis pas sûr qu'ils soient connectés avec le réseau de Free. Mais bon, peu importe, ça c'est du détail. Alors, qui est-ce qui paye l'interconnexion entre les deux opérateurs ? Et bien ça dépend. Ça, c'est un accord commercial entre les deux opérateurs qui va permettre de définir qui paye quoi. C'est comme ça que ça va fonctionner. Quand on a un opérateur de la taille d'Orange, on peut peser et puis on peut peut-être demander à un plus petit opérateur de me payer pour que je m'interconnecte avec lui et puis vice-versa. Donc en fait, c'est juste des histoires d'accords commerciaux. Alors, ils sont importants parce qu'ils vont un peu foutre le bordel là-dedans, mais d'un point de vue purement technique, c'est les deux qui se mettent d'accord pour savoir qui paye l'interconnexion entre le réseau Orange et le réseau Online, le réseau Online et le réseau Orange. Parce que là, dans mon schéma, j'ai mis une flèche du routeur d'Orange vers le routeur d'Online, mais ça ne va pas que dans un sens. Il faut que les paquets ils reviennent dans l'autre sens. Très souvent, c'est une interconnexion dans les deux sens entre les deux. Voilà. Donc, avec ce schéma-là, ça veut dire quoi ? Avec ce schéma-là, ça veut dire qu'il faudrait, typiquement, que mon opérateur Orange, il trouve un accord avec tous les opérateurs du monde entier. Ce qui n'est pas évident, parce que autant pour la France, ça peut marcher. Orange, il va s'interconnecter avec tous les grands opérateurs français. Autant, si on commence à partir à l'étranger, alors modulo les accords commerciaux, parce qu'il n'y a pas toujours des accords commerciaux. Maintenant, le problème, il va être quoi ? Il va être qu'est-ce qui se passe si jamais je veux me connecter avec un réseau qui est aux États-Unis, si jamais je veux me connecter avec un réseau qui est au Japon, en Australie, je ne vais pas tirer un câble
vers 25 câbles entre la France et l'Australie pour reconnecter avec les 25 opérateurs australiens. Comme tu le dis, Cyril, il n'y a pas assez de place pour faire passer tous les fibres optiques. Ou presque. On en reparlera des fibres optiques. Donc, c'est tout simplement pas possible. Donc ça ne marche, ce mécanisme-là, que pour nos voisins immédiats et les voisins immédiats avec lesquels on s'entend bien. Voilà. Donc du coup, la question qui va se poser, c'est, moi je vais supposer que depuis ici ma box à la maison, donc qui va passer par le réseau d'Orange, je voudrais aller visualiser une vidéo qui est sur le site web de la NHK. Et la NHK, c'est une chaîne, c'est la chaîne nationale japonaise, donc avec le Japon. Bon, peut-être que pour une vidéo, il y a un CDN, mais là, je vais enlever les CDN de l'équation. C'est-à-dire, je veux m'interconnecter, discuter avec un serveur qui est à la NHK. Donc, qui est sur l'adresse IP, non pas du réseau online, comme dans mon exemple ici, mais avec le réseau de la NHK. Alors, pour ça, je vais dupliquer mon slide. Et si ici, je mets la NHK, ici, je ne peux pas avoir cette interconnexion directe. Tout simplement que la NHK, ou moins dans mon exemple, n'est pas forcément présente en France. Je vais mettre un éclair là. Pour dire que c'est cassé, je ne sais pas si c'est le bon truc, hein, mais... Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Il faut que je trouve quelqu'un qui sera capable de relayer mes demandes vers quelqu'un, qui le relayera vers quelqu'un, et puis que ça arrive jusqu'à la NHK. Alors comment est-ce qu'on va faire? Pour ça, il y a des opérateurs. Donc, je vais enlever ça. Pour ça, il y a des opérateurs qui vont, je vais descendre ça ici, qui vont être en quelque sorte les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet des opérateurs réseau, des fournisseurs d'accès Internet. Je vais essayer de faire un truc, mais je n'ai pas dit que ça va marcher. Bon, pas grave. Hop, hop, hop. Tu veux pas? Je vais essayer de redimensionner un petit peu le truc. Je réfléchis en même temps à ce que je vais vous dire et comment je vais vous le dire. Et donc, on va passer par des opérateurs intermédiaires. Donc, en gros, Orange, il va avoir le choix de discuter avec différents opérateurs. Je vais en mettre 3 ici, par exemple. Hein, qui, eux, ont matière à discuter, ont un moyen de joindre la NHK, mais indirectement. Je vais dire opérateur 1. Je vais y arriver. Opérateur 2. Opérateur 3. Voilà. Ces 3 opérateurs, ils ont des points d'accès partout dans le monde. Et puis, ils peuvent joindre tous les 3 la NHK. Tous les 3. Ils ont tous les 3 la possibilité de joindre la NHK. Du coup, sur le routeur de chez Orange, on va se dire, mais ok, c'est bien gentil. J'ai opérateur 1 qui peut me permettre de diriger, je vais mettre d'autres couleurs, de diriger le paquet vers la destination qui m'intéresse. Ouais, c'est un petit peu trop subtil comme différence. Hop, on va mettre ça comme ça. Lui, on va le mettre comme ça. Ouais, si on voit pas trop la différence, lui, on va le mettre comme ça. On va le mettre. Ouais, c'est pas très... Je pense que vous voyez peut-être pas forcément la différence. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Opérateur 1, opérateur 2, opérateur 3 permettent de joindre la destination, mais lequel des 3 il faudrait prendre? Salut Templard. Alors, ici, je vais
énormément simplifier le truc parce que c'est vraiment le concept, le principe de base que je voudrais qu'on comprenne. Oui, Lula, salut Lula Luxi. Attends, je vais mettre ma tête, effectivement, j'ai enlevé ma tête pour cette partie-là. Regarde. Hop, on me revoit. Puis d'ailleurs, ça serait bien que je mette l'autre caméra. Non, il veut pas mettre l'autre caméra. Bon bah tant pis, je mets celle-là. Des fois ça veut pas. Et oui, coucou Lula Luxi. Lula Luxi qui est une débutante streameuse qui a fait un petit stream sympa avec une tête pas possible la semaine dernière. Vous pourrez aller voir ses streams si vous voulez. Donc pour savoir lequel prendre, chacun de ces opérateurs-là, il va donner une information pour préciser, comment je pourrais dire ça, en combien de temps, bon ça se compte autrement, mais en combien de temps ils vont être capables de joindre le réseau de la NHK. S'il y en a un qui pourrait préciser ça, Templard, merci beaucoup de t'être resub pour ton deuxième mois d'abonnement avec Amazon Prime. Je te remercie beaucoup. Alors pour ça, opérateur 1, il va dire, par exemple, qu'il peut joindre la NHK en 3 routeurs. Il y en a un qui est là, je ne les dessine pas, mais c'est juste pour qu'on comprenne que ici, il y a un cheminement. C'est pas direct, c'est pas une connexion directe. Il y a plusieurs routeurs pour pouvoir joindre le routeur de la NHK. Voilà. Opérateur 1, il peut le joindre comme ça. Opérateur 2, lui, il peut le joindre en un peu plus court. Ok ? Et puis opérateur 3, lui, il peut le joindre aussi, mais par contre, opérateur 3, il fait un peu le tour de la Terre pour le joindre. Ouais, c'est pas RIP SPF, c'est un truc beaucoup plus dynamique dont on va parler justement qui s'appelle BGP. Mais en gros, le principe, c'est ça, c'est du routage dynamique. Il n'y a pas que le nombre de sauts qui est pris en compte, hein, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte à ma connaissance. Voilà, c'est juste que je veux faire ça avec plein de sauts et puis il arrive sur le routeur de la NHK. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, mes 3 opérateurs permettent de joindre la NHK vers laquelle je vais aller, mais tous les 3 n'ont pas le même coût entre guillemets. Hein. Ici, si je passe par l'opérateur 3, ça va me coûter plus cher dans le sens ça prendra plus de temps, ça va passer par plus d'intermédiaires que si je passe par l'opérateur 1. Et même l'opérateur 2, il est encore mieux que l'opérateur 1. Donc c'est carrément encore mieux. Qu'est-ce que vous avez mis ? Oui, ça va dépendre du protocole de route, ça va dépendre de plusieurs éléments. Hein. Typiquement pour le BGP, qu'est-ce que je vais présenter là ? Je crois que c'est le nombre de sauts, non ? C'est ça qui rentre en ligne de compte, non ? Je suis très très loin d'être un spécialiste du BGP. Le BGP, c'est le nombre de... Qu'est-ce que je vais présenter ici ? C'est ça, c'est le nombre de réseaux, d'accord. C'est le nombre de réseaux. Alors, pour l'explication, ça, c'est pas indispensable de comprendre ça. Je me suis vraiment installé super confortablement. Hein. Alors, du coup, le réseau Orange, quand il voit ça, quelle décision, à votre avis, quel est l'opérateur qu'il a intérêt de choisir ? À votre avis ? Je vous laisse 2 minutes, le temps de répondre. Alors c'est fou parce qu'il y a un petit peu de lag entre le moment où moi je vous parle. Hein. Le plus direct, Abelkar a tout à fait, Rivaltex a tout à fait raison, c'est l'opérateur 2, parce que l'opérateur 2 il est plus efficace. Donc en réalité, ici, il va choisir l'opérateur 2. Mais si ça se trouve, il y a un truc que j'ai pas dit, que j'ai oublié de dire, c'est que Orange, il est connecté également avec un 4e opérateur. Donc je vais compliquer un peu les choses. Opérateur 4, qui lui ne sait pas discuter avec le réseau de la NHK.
Ouais, zut, pas du tout la couleur qu'il fallait mettre là. Voilà. Opérateur 4, lui, il ne sait pas du tout discuter avec la NHK. D'accord ? Donc ça veut dire que quand le routeur il reçoit une information pour une destination, il faut qu'il choisisse par quel opérateur il va passer. Alors, si jamais, par exemple, ce lien-là, il tombe en panne, automatiquement, le système, il va dire, bah ouais, avant, on pouvait joindre NHK par l'opérateur 2, qui était le chemin le plus court, mais maintenant, c'est plus possible. Le chemin le plus court, c'est par l'opérateur 1. Ça se configure automatiquement, ça. Salut Carso, oui j'ai tombé la tenue de soudeur, exactement. Tiens, je vais aller faire un tour sur ce que nous montre Petrus, parce que ça permet effectivement de visualiser ça. Alors, si je zoome là-dessus, ici, c'est le nom de l'opérateur, c'est le nom d'un opérateur. Je m'appelle Tétraneutral, c'est un opérateur qui est, si je dis pas de bêtises, c'est à Toulouse, hein, Tétraneutral, ou c'est... Bon bref, c'est Tétraneutral. Tétraneutral, lui, pour pouvoir joindre le 8.8.8.8 qui est le DNS de Google, il a plusieurs chemins possibles. Ici, il peut passer par FranceX, qui est un point d'échange. Voilà. Il peut passer par, donc en direct, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est tiré Tétraneutral. Ils sont dans une salle où il y a plein d'autres opérateurs, et notamment dans cette salle-là, il y a FranceX, qui est un opérateur qui... Enfin, c'est pas un opérateur, c'est un point d'échange. Le rôle de FranceX, c'est que les opérateurs viennent là et eux, ils permettent de s'interconnecter entre eux. Et donc, du coup, Tétraneutral est directement connecté à un câble connecté avec Google chez FranceX. Voilà. Bon, parce qu'eux, ils ont fait des accords. Maintenant, si FranceX tombe en panne, ici, il y a le deuxième opérateur qui est. Alors, FullSave AS, je connais pas. Voilà, voilà, FullSave AS. Voilà, c'est un opérateur qui s'appelle FullSave qui est capable. Qui est interconnecté avec Tétraneutral d'un côté, puis qui est interconnecté avec Google de l'autre. Donc si jamais chez Tétraneutral on veut joindre Google et que FranceX est en panne, eh ben on peut passer par là. C'est la deuxième solution. Donc là c'est direct. Là on a un saut supplémentaire, donc c'est un opérateur local toulousain, c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Et si jamais ces deux-là sont pas bons, on va passer par d'autres opérateurs. Typiquement là on passe par un opérateur qui s'appelle Cogent, et puis après on passe par... Cogent passe lui-même par un autre opérateur, dont je ne connais pas le nom, parce que je ne connais pas par cœur les trucs, je ne sais pas si tu le connais, Petrus, qui lui est interconnecté avec Google. Ici, ça c'est un chemin dans la vraie vie de ce que je vous ai présenté ici. Ici, c'est mon explication théorique pour donner une idée. Ici, c'est le chemin dans la vraie vie. Ah, c'est Tata 6453. Ok, c'est un très très gros opérateur également. Donc vous le voyez, ce que je vous ai présenté, ici on a un exemple en réel qui permet de montrer comme ça se passe depuis chez Petrus. Je suppose que tu es du côté de Toulouse, Petrus. Mister Pixel 77, oui je crois que Tata c'est indien, mais c'est vraiment un très très gros opérateur, il est vraiment présent un petit peu partout. Ouais, parce que Tata c'est une boîte indienne, et ils font plein de trucs, ils font des voitures, ils font un peu de tout. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que tu avais utilisé le Looking Glass. Oui, voilà. Donc le Looking Glass, c'est justement un outil qui va me permettre d'afficher le chemin et les chemins possibles entre chez Tétraneutral, puisque le Looking Glass il est chez Tétraneutral, et la destination. Voilà. Alors avec le traceroute, avec MTR notamment, on peut faire des choses assez similaires. Ça je vais l'éteindre, je vais revenir là. Du coup, comment est-ce que au final on formalise ça ? Ici, pour formaliser ça, il y a un protocole qui est un protocole réseau qui va assigner dans le protocole un numéro de référence, un numéro d'identifiant, si vous voulez, pour chacun des opérateurs. C'est un petit peu faux, si je rentre vraiment dans la technique, pour vulgariser, c'est suffisant de comprendre ça. Et c'est ce qu'on appelle un numéro autonomous système, c'est ça ? Système autonome. Ou AS. Donc ces numéros de AS, ces numéros de système autonome, sont des numéros d'identifiant pour les opérateurs.
Et puis bah, là, il y en a un qui va avoir le numéro. Alors du coup, je vais aller voir là. 174 pour Cogent. Voilà. Il y en a un autre, il va avoir comme numéro d'AS. Bah, du coup, tiens, je vais prendre Tata. C'est juste histoire que j'ai les numéros qui sont là. Hein. 6453. Et puis le troisième opérateur, ça va être l'AS. Il y avait lequel 39405. Voilà. Puis l'opérateur 4, c'est le. Petrus, on a un qui est en tête de nom d'opérateur de numéro d'AS. Parce que vraiment, moi, je les connais pas du tout par cœur. Alors, pas du tout. Je suis pas du tout dans la partie réseau, donc. Si jamais vous en connaissez. Ah oui. Bah, 3356, c'est bien parce qu'on va parler de lui. 3356 ici, qui est une entreprise qui était connue autrefois sous le nom de Level 3, qui a changé de nom depuis, mais tout le monde parle encore de Level 3. Voilà. Alors, ces systèmes. Donc, Orange a son propre numéro d'AS. La NHK a son propre numéro d'AS. Online, dans mon premier slide ici, a son propre numéro d'AS. Tous les opérateurs, pour pouvoir discuter avec les autres, ils ont besoin d'un numéro d'AS, un numéro de système autonome, parce que le protocole BGP, justement, il va permettre de diffuser à quelqu'un qui est dans le réseau avec les AS un chemin pour pouvoir joindre un AS en question. Typiquement, alors le réseau de la NHK, est-ce que si je fais ça, il va me le donner? Non, Autonomous System. Autonomous System BGP. Je sais pas si comme ça je vais l'avoir. Bonsoir Youner. Ah non. Bon, je sais pas, je pourrais pas le trouver. Je vais dire que c'est le List of Autonomous System. Voilà. NHK. Il n'y a que celui-là. C'est l'AS 12821. Ben voilà. Je vais mettre une petite case ici. Bon, ok. Je préfère l'écrire moi-même. Ah, mais il m'a... Voilà. 12821. Je suis perdu dans mes icônes. Voilà. Donc, en gros, chez Orange, ils posent la question, ils regardent dans leur table de routage, et notamment dans le protocole BGP, ils disent, bah, pour joindre l'AS 12821, comment je fais? Voilà. En fait, c'est par adresse IP, mais il me semble que c'est par adresse IP. Mais dans le principe, c'est ça. Et donc, du coup, on lui dit, bah, tu passes par l'AS 39405 ou tu passes par l'AS 6453, etc. C'est comme ça que c'est annoncé. C'est par adresse IP. Hein. Je dis une bêtise, pas pour joindre celui-là, c'est par adresse IP. Pour joindre une adresse IP qui appartient au réseau de la NHK, tu peux passer par tel ou tel AS. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, typiquement, ici, dans mon exemple, la liaison entre l'AS 6453 et le routeur de la NHK, la liaison, elle est cassée, comme vous le voyez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réparer. Donc, on la rétablit. Et au moment où on la rétablit, à l'AS 6453, ils vont envoyer un message avec le protocole BGP à tous ses voisins en disant les adresses IP de la NHK, je peux discuter avec elles en 2 sauts, par exemple. C'est l'espace, voilà, en 2 sauts, en 2 hops. 1, 2. Et donc, du coup, ma connexion qui passait ici par le 174 jusqu'à présent, maintenant il y a un chemin qui est plus court, on va automatiquement basculer sur le chemin le plus court. Puis quand celui-là, il retombe en panne, pof, il est à nouveau cassé, ben lui, il dit, bah, je peux plus le joindre, donc automatiquement, on va reprendre un autre chemin. Et donc ça permet au final d'avoir un mécanisme qui fonctionne quasiment tout seul, puisque à partir du moment où on va rajouter une destination, on va pouvoir annoncer les adresses IP de cette destination, et tout le monde pourra passer par nous pour le faire, puis quand ça marche plus, eh ben on va prendre d'autres chemins. Et ça, c'est fait grâce au protocole BGP. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Je vais mettre ça en plus gros.
Voilà, ça c'est le protocole BGP. Et c'est comme ça en fait que notre Internet fonctionne. Ah oui, et comme tu dis Louis, la bascule, elle se fait super vite. Ça peut durer juste, je ne sais pas si ça se compte en minutes ou en secondes, je crois que c'est en quelques minutes. Ça doit se compter en minutes. Mais ça peut se faire effectivement super vite. J'ai plus que cette caméra-là qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi l'autre elle est partie tout de suite en étant trop chaude. Qu'est-ce que tu me fais toi? Ok. Voilà pour le principe de fonctionnement de l'Internet, le principe de base de fonctionnement de l'Internet. C'est comme ça que globalement ça fonctionne. Donc si je récapitule, on a deux façons de discuter avec nos voisins. Je suis toujours connecté, il n'y a pas... Non, c'est Google qui a un petit problème. Donc j'ai deux manières de discuter avec mes voisins, avec un réseau. Si c'est mes voisins, j'ai peut-être une interconnexion directe avec ces voisins-là. Enfin, mon opérateur a peut-être une interconnexion directe avec ses voisins. Et puis, du coup, je passe par l'interconnexion directe. Je n'ai pas de questions à me poser. Première possibilité. Deuxième possibilité, je passe par un opérateur. Alors, il y a des cas entre les deux. Hein. Mais moi, la possibilité ici qui va m'intéresser, c'est que l'adresse IP de destination vers laquelle je souhaite aller, donc l'adresse IP du réseau de la NHK, par exemple, j'ai pas de voisins, c'est pas dans mes voisins. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder s'il n'y a pas un opérateur qui me propose un chemin pour joindre cette adresse IP-là. J'en ai sans doute plusieurs, des opérateurs qui me proposent ça, avec lesquels je suis interconnecté. Et je vais choisir celui qui a le chemin le plus court, le plus efficace. Ouais, Cyril il arrive, Cyril a eu une coupure, un coup de fil client. Ah bah oui, si t'as des clients qui t'appellent à 10h du soir aussi. Hein. Si t'as des clients qui t'appellent à ce soir-là, forcément, ça va coincer. Non, mais tu pourras voir le replay. Je pense que déjà tu connaissais un petit peu ça, j'imagine. Le problème, ça va être que moi, si je suis un opérateur, je vais donc annoncer des routes, comme ça qu'on le dit, mais je vais annoncer des manières de joindre certaines adresses IP, et en fonction de ce que je vais annoncer, les autres opérateurs, les gens avec lesquels je suis interconnecté, directement ou indirectement, parce que comme on l'a vu dans le schéma avec Tetra Neutral, ici, on voit quoi? On voit que si on passe par Cogent, lui, il n'est pas connecté directement avec Google, il est connecté avec un autre opérateur, avec Tata, qui lui est connecté avec Google. Donc ça veut dire que je peux tout à fait passer d'un système autonome à un autre, etc. Donc ça veut dire que quand je vais commencer à annoncer des adresses IP, il faut que je fasse très attention à ne pas me tromper dans la configuration, parce que je peux très bien annoncer des adresses IP avec lesquelles, en fait, si je me trompe, ça ne va pas être les bonnes. Oui, c'est ça, Cyril. C'est exactement ça. Comme c'est critique, les gens vont vérifier les routes qui sont annoncées. En fait, non. Pas du tout. Tout fonctionne de façon quasiment automatisée. Alors, je vais juste masquer ça le temps de retrouver un mail. Hop, je vais retrouver mon email. Je vous dis, j'ai pas trop préparé, j'ai pas trop pris le temps de préparer ça. J'ai un colis qui va être livré demain par Chronopost. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Non, c'est pas là. Attendez, hop. Ok, on va regarder, chercher les mails de... Non, c'est pas... Je crois pas que ce soit un coup de la mailing list. Je n'ai pas l'impression. Pose ta question. Ah merde, comment il s'appelle ce truc? J'ai perdu... Social, c'est peut-être dans social que j'avais ça. Je cherche un message. Zut. Je cherche une notification en fait que j'ai reçue. Et je me suis dit, faut que je garde ça. C'est une notification d'un truc qu'avait posté Stéphane Bortsmeyer.
Alors, attention, Rivaltex, on va pas rediriger le message vers un... Je vais aller dans All Mail, ça va être plus simple. Vers un serveur. On redirige vers un réseau. Mais tu vas voir qu'effectivement, ça peut parfois être utilisé de façon particulière. Alors attendez, je vais retrouver mon email. Je suis bien parti pour le retrouver là. J'ai un peu les yeux pas en face des trous, donc aussi ça n'aide pas. Je vais faire ça. Je vais faire une recherche level 3, ça sera peut-être plus simple. Level 3. Et ben voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est sur Syndis que j'avais ça. Alors, hop. J'ai ouvert plein de liens que je vais maintenant vous montrer. Exactement, c'est ça, c'est un hijack BGP qui peut être volontaire ou pas volontaire. Mais en fait, ce qui s'est passé ce week-end, c'est que l'opérateur qui s'appelle Level 3, maintenant il s'appelle CenturyLink, hein, mais historiquement il s'appelait Level 3, qui est un très gros opérateur. Il y a eu une erreur. Et typiquement, aux États-Unis, alors c'était quand ça, il n'y a pas le. À 12h50, le 30 août. Donc c'était quoi? C'était samedi soir, ça? Le 30 août, qu'est-ce qu'on avait? Quand on fait un trace-route, depuis, lui, il était, je pense, au host, il devait être au Royaume-Uni. Quand il tentait de joindre CenturyLink, voilà, par exemple. Ici, il a le chemin où on lui montre quoi? On lui montre qu'on tourne en rond, en fait. Il y a un problème de routage et qu'en fait, on tourne en rond, on n'arrive pas à joindre la destination. Ce qui est problématique parce que, comme le dit Cyril dans le chat, le Level 3 au CenturyLink, c'est un opérateur de tiers 1. Et c'est ça, les fouteux, ils ont morflé avec ça. On va voir pourquoi. C'est un opérateur de tiers 1. Un opérateur de tiers 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un opérateur qui ne repose pas sur un autre opérateur. Comment je pourrais formuler ça? Il n'a pas de route par défaut. C'est-à-dire qu'il a des routes pour tous les autres opérateurs. C'est un des plus gros opérateurs qui est présent partout dans le monde. C'est-à-dire que il ne repose pas sur l'existence d'un autre opérateur pour joindre certaines parties de l'Internet. Il est capable de joindre partout Internet. En fait, il fait partie de ces très très gros opérateurs qui sont capables, c'est l'heure du manger, je ne sais pas si vous l'entendez, qui sont capables de joindre n'importe qui sur Internet et les autres passent par lui pour pouvoir joindre différents points de l'Internet. Voilà. Effectivement, ça fait une belle boucle, hein, je n'ai peut-être pas laissé très longtemps. Eh oui, YouLoop, exactement. Merci Petrus. Tier 1, c'est un opérateur qui ne paye personne pour joindre tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'embêtait de dire que la phrase n'était pas correcte. Il s'appuie forcément sur des tiers, mais ces tiers sont ses clients. C'est-à-dire que lui, il offre comme service d'interconnecter les tiers et les tiers viennent le voir lui pour pouvoir joindre n'importe qui d'autre. Donc en gros, c'est vraiment des gros opérateurs qui sont présents partout dans le monde. Et alors pourquoi est-ce qu'on avait ce problème-là? Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans les autres tweets, les autres messages. Donc, ici il y a un message avec Job Snyder. Qui est Job Snyder? Lui travaille chez voilà, BGP Helpdesk, hein, donc voilà, lui il fait du RPK, donc lui il est vraiment dans tout ce qui est BGP. Je sais pas, moi je le connais pas, mais c'est un des spécialistes du BGP. Et JP Mens, c'est un spécialiste, c'est un bon aussi. Lui, j'ai déjà vu plein de messages de lui, mais j'ai plus par cœur. C'est pas lui qui avait fait PowerDNS par hasard, JP Mens? Job travaille chez NTT, est très actif dans la communauté réseau. Ouais. Alors, effectivement, eux ils disent qu'est-ce qui se passe avec Internet? J'ai des centaines d'alertes. Ah oui, je suis pas connecté là, tant pis. J'ai des centaines d'alertes, voilà. Et la réponse de Job Snyder, c'est qu'un opérateur a un problème majeur. Et ça, je trouve cette phrase-là absolument
magique, hein. Les opérateurs réseau sont actuellement en train de se mettre d'accord sur l'IRC. L'IRC, donc, qui est une sorte de chat, il y en a qui ne connaissent pas, d'énormes chats sur lesquels on peut se connecter et puis avoir des discussions, pour remettre les choses d'aplomb et fournir de l'assistance. Donc en fait, le problème qu'on a eu, c'est que Level 3, donc comment c'est, Machin Link, là, CenturyLink ou CyberLink, je ne sais plus comment il s'appelle, CenturyLink, n'arrive pas à joindre, ne sait plus joindre certaines destinations. Alors on va regarder les autres tweets. Oui, alors ça tombait bien, ouais, ça c'est un petit peu le truc. Donc, Cloudflare, qui est un opérateur de Internet Repair Chat. J'ai bien vu, Cyril, oui, c'est l'Internet, c'est Internet Relay Chat, effectivement. C'est un chat instantané, le chat de Twitch, c'est un chat, et bien là c'est uniquement du chat en mode texte, c'est un protocole qui est assez ancien, qui existe depuis très longtemps. Une grande partie des chats que vous pouvez rencontrer sur des sites web, etc., sont basés sur de l'IRC. Donc c'est vraiment un protocole qui est très très utilisé. C'est pas mal l'IRC, c'est pas mal. Oui, on peut download aussi Mr Pixel 77 sur IRC à une époque. Il y avait des échanges de MP3 qui se faisaient par là. En gros, c'est un protocole réseau de chat. Donc on n'est pas dépendant d'une application. Alors, je vais regarder avec vous précisément ce qui s'est passé, parce que là par contre, voilà, vous avez autant d'infos que moi, j'en ai pas plus. Excusez-moi, j'ai fait du bruit en buvant. Mai 1993, ouais, tu vois. Mais alors, ouais, j'avais regardé, j'avais vu que c'était, ça datait du milieu des années 90, ce qui m'a surpris, parce que franchement, je pensais que c'était plus ancien que ça. Comme quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur Cloudflare. Cloudflare, donc c'est un opérateur, c'est un CDN. C'est un opérateur qui, lui, va héberger du contenu pour les autres opérateurs partout dans le monde pour qu'il soit au plus près de la personne qui le demande. Si vous avez vu le live que j'avais fait où je parlais du problème que j'avais sur Twitter, je parlais des CDN. Par exemple, typiquement, quand je regarde une image sur un site web, un gros site web, l'image, elle se charge très vite parce qu'il y a de très bonnes chances qu'elle soit placée sur un serveur qui est proche de moi. Même si c'est sur un média australien. On ne va pas le chercher en Australie. Il est copié dans un serveur qui est proche de moi. Et c'est un des boulots de Cloudflare que de fournir ça. Non, je vais pas me lancer dans l'analyse de l'incident. Je vais essayer de retrouver un truc compréhensible dedans. Donc, je ne sais pas si tu as regardé, toi, le problème, Petrus. Hein. Donc là, voilà, effectivement, il nous dit que c'est un gros opérateur. Hein, OK. Ils ont eu 522 erreurs qui sont arrivées. Je regarde très très vite hein, pour essayer de voir s'il y a un truc qui est compréhensible. On voit sur ce graphe réseau effectivement que là il y a un problème. On voit qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Ici en rouge, ici c'est le trafic vers CenturyLink, donc vers Level 3. Et pauvre, d'un seul coup, il est quasiment passé à zéro. Donc le problème est très visible. Alors je regarde. Hein. Ouais, ça on s'en fout, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, c'est pas exactement. Donc ok. Tant que CenturyLink ne fera pas un post-mortem, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Oui, il y a le nom du stagiaire à la fin de l'article. Alors, tu vas voir que c'est pas forcément des stagiaires. Mais on a des indices. Comme quoi, il y a des annonces BGP qui se sont propagées pendant la panne. Ah d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu une mise à jour des tables de routage BGP. Une mise à jour de table BGP, c'est un signal que le routeur fait pour dire que la route a changé ou n'est plus disponible. Si je reviens sur le schéma que j'avais fait tout à l'heure, souvenez-vous, j'avais entre ces deux schémas-là, alors j'ai 2-3 petits trucs qui changent, mais entre ces deux schémas-là, si vous regardez vers l'opérateur 2, il était coupé et puis pof, il est revenu. Et dans ce cas-là, il y a une annonce BGP qui est faite pour dire « Ah, le chemin pour joindre cette adresse IP-là, maintenant, c'est possible ». Alors qu'avant, ce n'était pas possible par la S6453. Voilà. Donc c'est ça qui est là. Donc ça va permettre de dire une destination via un opérateur est joignable ou n'est plus joignable. Dans des conditions normales, l'Internet voit entre 1 mégaoctet par seconde, ça paraît beaucoup, mais bon, peut-être que je ne suis pas opérateur, mais peut-être que ça, entre 1 et 2 mégaoctets par seconde de mise à jour BGP toutes les 15 minutes.
Donc en fonctionnement normal, on a à peu près entre 1 méga et demi et 2 mégaoctets par seconde. Je mets octet parce que c'est un grand B, toutes les 15 minutes. Au démarrage de l'incident, on a constaté que les mises à jour BGP pour level 3, c'était 26 mégaoctets par 15... Ah non, c'est la taille des updates. Ah oui, pardon. C'est pas des... Ok, merci. C'est une taille, pas un débit. Donc, entre 1 mégaoctet et demi et 2 mégaoctets de mise à jour toutes les 15 minutes. Oui, ok. C'est le S qui m'a perturbé. Effectivement, vous avez raison. Alors qu'au démarrage de l'incident, ils ont reçu une mise à jour de 26 mégaoctets, qui fait plus de 10 fois la taille habituelle. Donc là, si on les regarde... Ah bah, effectivement, elles sont là, les updates. 1 méga 9, 2 mégas, 23 mégas, 26 mégas, 22 mégas, 21 mégas, tous les quarts d'heure. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, il y a eu un souci qui s'est passé. Ces mises à jour montrent l'instabilité des routes à l'intérieur du réseau Level 3 CenturyLink. Alors, ici, ils ont un truc où il dit qu'il s'est passé... Voilà, il y a eu un problème avec FlowSpec. Alors là, par contre, on va rentrer dans des trucs où là, ça va me dépasser. Oui, alors les opérateurs entre eux qui gèrent justement le BGP, ils discutent entre eux. Ils discutent entre eux pour pouvoir se mettre d'accord. Alors des fois ils discutent en IRC, ils peuvent discuter également avec des numéros de téléphone qui se connaissent, qui s'appellent, pour se mettre d'accord sur certains accords. Parce que même si techniquement on a des trucs qui vont fonctionner, quelquefois, peut-être que ça va me coûter beaucoup plus cher de passer par la S6453 que de passer par la S174. Et au final, je vais préférer passer par là plutôt que passer par là parce que lui, même s'il est plus rapide, le trafic échangé va me coûter plus cher, par exemple. Ou alors, je vais souhaiter, parce qu'eux, ils vont avoir un problème qu'ils vont m'annoncer ou une maintenance, je vais souhaiter basculer tout le trafic ici, malgré le fait qu'ici, ce soit plus court. Donc, il y a des choses à faire au quotidien qu'il faut que les opérateurs puissent échanger ensemble. Alors, du coup, là, on va arriver. Donc, c'était pas ce que je pensais, mais on va arriver sur le truc. Merci Petrus d'avoir donné toutes ces infos. Il y avait quoi là? On voit oui, effectivement les pannes qui sont là. Alors, première chose, non, il y a rien de méchant. C'est pas une attaque. C'est une erreur de configuration. C'est une erreur de configuration qui a fait que l'opérateur Level 3 a envoyé une information sur ses routeurs qui était erronée. Et le problème que ça a eu, c'est que, typiquement ici, si c'est du firewall, ça a coupé l'accès à certaines routes. Donc du coup, ils se sont dit, tiens, par cette route-là, c'est plus bon, donc on va annoncer via une autre route. Et puis donc, ils sont partis dans une boucle comme ça, où en fait, ils annonçaient du trafic, ils annonçaient typiquement des adresses IP. Donc on leur envoyait du trafic pour ces adresses IP-là, et puis là, une fois que le trafic arrivait vers eux, vu qu'ils étaient en train de partir vu qu'il y avait des annonces dans tous les sens qui se faisaient chez eux, le trafic il partait dans une direction, puis revenait en arrière, puis en fait il était bloqué chez eux. Et c'est le problème qu'on a avec BGP, c'est que les annonces que l'on fait, les autres opérateurs vont nous envoyer du trafic pour les adresses IP qu'on annonce. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Les opérateurs qui se mettaient d'accord sur le channel IRC, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de ne pas prendre en compte temporairement les annonces de Level 3. C'est pour ça que, et c'est important, d'avoir toujours plusieurs chemins vers différentes destinations, de ne pas dépendre que d'un seul opérateur. Donc bien que ce soit un énorme opérateur, ils ont décidé de se dire, ok, même si c'est Level 3 CenturyLink qui nous annonce cette route-là et puis que c'est la plus efficace, on ne la prendra pas en compte, donc on modifie notre configuration, on prend en compte une autre route. On trouve un autre moyen de joindre. Alors il y en a qui se sont retrouvés isolés, parce qu'ils n'avaient que lui, puis il y en a qui ont trouvé des chemins alternatifs. Et des chemins alternatifs qui peuvent être du coup un peu plus encombrés, parce que le trafic d'un opérateur de tiers 1 qui se redirige sur d'autres opérateurs, il n'est pas négligeable. Je ne sais pas si ça se voit sur le schéma là avec Cloudflare, si c'est important ou pas. Si je remonte un petit peu sur ce schéma-là.
Ouais, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de légende, donc je saurais pas dire en vert ici qui sait où le trafic a simplement chuté. Donc je saurais pas trop dire. Mais en fait, le problème c'est celui-là. Et donc, on va se rendre compte qu'au final, avec le BGP, c'est un protocole qui est super intéressant, mais s'il est mal utilisé, n'importe qui peut faire une annonce que tout le monde va prendre en compte. Et pour ça, j'ai un exemple super. Alors, effectivement, comme tu dis, sac à poil, il n'y a rien de. Alors, malicieux, c'est pas malicieux. Malicieux, c'est la traduction. C'est. Il n'y a rien de. J'oublie tout le temps cette traduction-là. Malicious, la traduction française, c'est malin, mais c'est pas une attaque. Voilà, c'est pas quelque chose de volontairement méchant qui a été fait. C'est un accident. Malveillant. Merci Sacapoil. C'est quelque chose de malveillant. C'est pas quelque chose de malveillant ici. Merci McCall. Malicieux, non, parce que malicieux, c'est qu'il y a de la malice. C'est un faux ami. Là, il n'y a pas de malice. C'est pas malveillant. La vraie bonne traduction, c'est plutôt malveillant que malicieux. C'est ça que je cherchais à trouver, Mr. Pixel. Alors, ça me fait penser à une autre panne qui avait eu lieu. Je me remettrai en grand, hein, parce que là, il n'y a plus d'intérêt à afficher le truc. Qui est, alors je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce truc-là, mais il y a quelques années, dans le Kazakhstan, il y avait des vidéos qui avaient été postées sur YouTube qui ne plaisaient pas au gouvernement du Kazakhstan. C'était le Kazakhstan ? S'il y en a qui se souviennent, je vais dire le Kazakhstan, je ne suis pas sûr que ce soit sur le Kazakhstan. Mais voilà, un pays par là-bas. Le Pakistan. Ah bah oui, pourquoi je dis Kazakhstan ? Le Pakistan, c'est plus simple. Le Pakistan, merci Petrus. Et donc, ils ont décidé, donc il y a un opérateur d'État là-bas qui a décidé de blacklister YouTube. On ne peut plus accéder à YouTube. YouTube n'a plus le droit d'accéder, d'être visible dans le Pakistan. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'ils ont décidé de faire ça ? Eh bien, l'opérateur du Pakistan, lui, ce qu'ils vous ont souhaité faire, c'est annoncer à tous les opérateurs à l'intérieur du Pakistan une route vers YouTube qui est extrêmement courte. Et donc, du coup, tous les opérateurs, tout le monde qui était dans le Pakistan, ils envoyaient à cet opérateur-là leur demande de connexion à YouTube. Tout simplement. Et donc, du coup, ils recevaient ces demandes-là, et puis, ils les routaient nulle part. Ce qui fait qu'à l'intérieur du Pakistan, on ne pouvait pas accéder à YouTube. Voilà. Ils disaient, c'est pas compliqué. Si vous voulez joindre YouTube, voilà les adresses IP de YouTube. Moi, je peux les joindre en un saut. Donc, vous ne trouverez pas mieux. Donc, tout le monde envoie le trafic. C'est super efficace, ça marche très très bien. Sauf que, si on ne fait pas gaffe, une petite erreur de configuration fait que cette annonce-là, je peux joindre YouTube en un saut, ils l'ont pas annoncé qu'à l'intérieur du Pakistan. Ils l'ont annoncé au monde entier. Et au final, ce jour-là, le monde entier a commencé à envoyer le trafic à destination de YouTube à l'opérateur du Pakistan, qui, je vous le dis pas, s'est complètement écroulé. Mais pendant quelques minutes, alors je sais pas, ça a dû durer un quart d'heure, un truc comme ça, on ne pouvait plus joindre YouTube. Et YouTube, ils étaient là, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, tout est bien chez nous, pourquoi les gens ne peuvent plus nous joindre ? Et en regardant les annonces, ils ont vu qu'il y avait un opérateur au Pakistan qui annonçait leurs adresses IP. Ça s'appelle donc un hijack BGP, ça veut dire qu'on annonce une route qui n'est pas la nôtre. Voilà. Alors, on a rencontré d'autres cas. La grande majorité de ces situations-là sont des situations accidentelles, des erreurs de configuration. Mais il peut arriver qu'un opérateur, pour des raisons d'espionnage par exemple, se mette à annoncer une route pour rediriger le trafic vers cette destination-là par ses routeurs à lui, puis éventuellement faire de l'écoute, faire des choses comme ça dessus. Techniquement, c'est possible. Mais je vous dis, la grande majorité des situations comme ça sont des situations dans lesquelles c'est tout simplement une erreur de configuration qui a fait que. Ouais, la Chine, il y a la Russie qui a fait ça aussi. Mais visiblement, c'était plus une erreur de configuration sur la Russie. Il y a quoi ? Il y a 2 ans, un truc comme ça, où il y a eu pas mal de trafic qui était redirigé. Le trafic à des stations de Google qui était redirigé vers la Russie. Alors, Carso dit pour des raisons d'espionnage ou d'incompétence, il faut savoir que tous les opérateurs, ça prend au nez de tous les opérateurs, ça, parce que c'est très très facile de faire ce genre d'erreur de manipulation.
Et ça se voit régulièrement. Et régulièrement, les opérateurs réseau discutent sur IRC pour se dire, tiens, lui, il a une erreur, on le blacklist temporairement, le temps qu'il résolve son problème, et puis on le remet dedans après. Donc il y a un vrai trafic, il y a un vrai travail humain qui a lieu entre les différentes personnes qui sont les opérateurs réseau pour voir ces problèmes, prévenir la personne, parce que la personne ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, la prévenir, et puis trouver des contre-mesures en attendant que ce soit résolu. Voilà, parce que la résolution, elle peut être un peu plus longue que l'annonce. C'est-à-dire enlever des adresses IP, c'est un petit peu plus loin à se propager que annoncer des adresses IP. Alors qu'est-ce que vous dites? J'ai vu que vous avez annoncé plein de trucs. Trafic qui transitait par la Chine. Vous voyez une map partout, c'est pour faire de l'audit de fréquentation. Voilà, c'est ça. En plus, cette semaine, je donne une formation sécurité Unix, hein, donc on rentre un petit peu dans le truc. Petrus qui nous dit une très bonne présentation sur la sécurité BGP et les hijack. C'est lors de la DEFCON. Effectivement, je vais vous le mettre à l'écran. Je ne la connais pas, cette présentation. Ou des tests de charge. On se souvient du petit opérateur d'Amérique du Sud qui a annoncé les IP de Google. Et là, ça fait boum, parce que là, d'un seul coup, ça ne tient pas la charge. Alors, je vais juste aller là. Voilà la présentation que Petrus nous a suggérée. Voilà, ça, même si ça a une dizaine d'années, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc effectivement, il a fait, voilà, qu'est-ce que c'est que BGP, les anciens hijack. Donc là, c'est en anglais, donc il faut le comprendre. Hein, mais ouais, exactement, Petrus, il mérite très très largement son VIP. Hein, là. Je vais lui donner son VIP. Ah il fait des... Mais alors, voilà le schéma qui est donné par le présentateur. J'ai fait des schémas un peu mieux que ça. Hein. Voilà. Donc ce qu'il faut se dire, moi je trouve ça assez intéressant de se rendre compte que l'Internet il marche. Parce que si on le laisse fonctionner comme ça, on va avoir ce genre de problème. Il marche parce qu'il y a des gens qui se passent des coups de fil puis qui se disent tiens ça marche pas, on répare, etc. Ça fonctionne quasiment autour d'une bière, quoi. Alors je vais tout de suite aller mettre le VIP pour Petrus. Bonsoir au TSC Error 404. Alors, il y a un truc qui s'appelle RPKI qui est en cours de déploiement, comme tu dis, Carso, ça va mettre un certain temps. Gestion de rôle, ajouter Petrus F4 INU VIP. Pof. Normalement, tu as gagné ton badge VIP. Voilà. Donc, je vais essayer de rallumer la caméra. Bon, ça va. Elle a plus l'air d'avoir trop chaud. Qu'est-ce qui se passe si je la mets? Eh oui, c'est reparti. Voilà. Je sais pas pourquoi celle-là est un petit peu chaud. Donc RPKI, c'est quoi? RPKI, l'idée qu'il y a derrière RPKI, c'est de faire un système où en fait on ne peut pas annoncer n'importe quelle adresse IP. C'est que certaines personnes pourront annoncer des adresses IP plutôt que d'autres. Si je ne me trompe pas, Petrus, tu pourras me corriger. Oui, TSC Error 404, j'ai fait une petite présentation sur le BGP en fait et la panne qui a eu lieu, ce week-end. Avec l'opérateur Level 3 CenturyLink. Cyril nous met un petit lien. Alors, hop. Ah merde, je vais pas l'avoir le lien. Cyril, tu peux le. Je peux pas. Je l'ai pas. Tu peux le renvoyer une deuxième fois, Cyril, s'il te plaît, parce que comme j'étais pas sur la bonne fenêtre, du coup, je l'ai pas. J'ai pas pu l'avoir. Ouais, dans l'idée, c'est ça un RPKI. C'est-à-dire qu'on peut pas annoncer. Par exemple, moi, je pourrais pas. Si je suis opérateur, je pourrais pas annoncer les adresses IP de Google. Google bloquerait le truc. BGP sur Wikipédia, merci. On va faire BGP Wikipédia. Ah bah voilà. Merci. Hop. Hop. Merci. Et si jamais je mets sur le Mac, voilà. Parce que tout le monde ne va pas forcément le voir. Les différents incidents préfixes avec des origines multiples. Alors, l'incident de 1997,
L'incident de YouTube de 2008, voilà, l'incident de YouTube de 2008. Le site YouTube a été inaccessible pendant environ 2 heures, ça n'a pas duré qu'un quart d'heure, je croyais que ça avait été plus court que ça. Le gouvernement pakistanais avait annoncé ce jour-là un blocage de YouTube au Pakistan, ordre qui a été exécuté par l'opérateur Pakistan Telecom. Pakistan Telecom a alors annoncé à tous les routeurs des fournisseurs d'accès qu'il était la meilleure route à qui envoyer tout le trafic YouTube, qui a alors été coupé sur l'ensemble de la planète. Donc ce type d'incident, c'est le IP hijacking, détournement d'adresse IP ou de black hole. Voilà. Problème de la table de routage, oui, ça a été un petit problème, c'est que la table de routage, le nombre d'AS et le nombre de routes, le nombre d'adresses IP disponibles a complètement explosé. Donc il doit y en avoir d'autres, hein, j'ai que celle-là, mais il doit y avoir d'autres incidents qui doivent être, qu'on doit pouvoir trouver sur le sujet, hein, parce que c'est vraiment un grand classique. Il y a une autre petite liste. Ah, de scroll à la louche, ok. J'avais pas vu ce que tu m'avais dit. Ah bah oui, effectivement. 19 août 2009, un fournisseur d'accès japonais annonça une route avec un attribut à espace vide. Certaines implémentations de BGP des routeurs de fournisseurs d'accès interrompent la session BGP avec une erreur quand ils reçoivent celui-ci. Et ce qui a en fait, en gros, ça crache quoi. À espace, c'est le nombre, la distance, le poids nécessaire pour pouvoir joindre une destination. Ouais, TC Error, c'est pas mon domaine d'expertise. Oui, ah oui, vous êtes en train de parler de RPKI. Ouais, les routes sont signées avec RPKI. Le 27 août 2010, il y a eu quoi ? Un attribut BGP expérimental a été utilisé dans un projet de recherche et il a été propagé sur Internet. Et ça a provoqué... Ah, je me souviens de cette histoire-là. L'instabilité de plusieurs milliers de préfixes sur Internet. Ouais, il y a... ouais. En fait, là, ils ont essayé de faire des extensions, de faire évoluer le protocole BGP. Et donc, du coup, il y a des fonctionnalités spécifiques qui sont ajoutées dessus et qui ne sont pas implémentées, qui ne sont pas gérées par les routeurs habituels. Et là, quand c'est parti sur Internet, du coup, bah, ils ont reçu cet attribut-là. Et puis, le comportement du coup de ces routeurs-là n'a pas été hyper stable. Il y a eu l'opérateur Telecom Malaysia qui annonce un très grand nombre de nouvelles routes erronées reprises par Level 3 Communication, donc encore Level 3, qui est diffuse alors mondialement. Et c'est un petit peu comme le coup de YouTube. Cette diffusion a pour effet de rediriger une part importante du trafic mondial vers Telecom Malaysia, qui annonce près d'un tiers des routes Internet existantes, de l'ordre de 176 000 sur les 534 000 routes. Donc les infrastructures de celui-ci ne peuvent absorber un flux aussi massif, ce qui entraîne un très net ralentissement et des perturbations dans les communications ressenties à l'échelle mondiale pendant une partie de la journée. Alors si ça, c'est des opérateurs qui en plus payent leur trafic au poids, en plus eux ils ont une note salée à la fin. En gros c'est ça, c'est ce que dit Cyril dans le chat. Il dit bonjour, aujourd'hui Internet c'est moi. C'est un peu ça ce qui se passe. T'as dit quoi Petrus, genre level 3 Cogent Tata Telia, s'il valide les signatures RPKI ça va clairement limiter l'impact d'une annonce fourbe. Ouais. Ça c'est avec RPKI. Bon, RPKI, bon là on arrive vraiment dans les trucs que je ne maîtrise pas trop, hein, donc je vais pas trop m'étendre dessus sur RPKI. Mais voilà, mon idée c'était de vous parler un petit peu de ça ce soir. C'était qu'on se dise un petit peu comment ça fonctionne Internet, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour joindre une adresse IP qui est loin de moi, parce que près de moi c'est facile, qui est loin de moi, qui n'est pas chez mon opérateur, qui n'est pas chez un opérateur voisin à mon opérateur. Comment est-ce qu'on fait ? On utilise le BGP, et le BGP c'est ce qui a posé le problème d'Internet ce week-end. Alors il y a eu des conséquences, qui est que tous les opérateurs qui passaient par Level 3 du coup ne pouvaient plus passer par Level 3, et notamment il y a plein d'opérateurs qui utilisaient Level 3 pour envoyer du streaming vidéo pour des personnes qui étaient abonnées, des gens qui ont payé. Et du coup, comme Level 3 fonctionnait plus, et ben ces personnes-là n'avaient plus leur trafic et n'avaient plus leur stream. Voilà. Cyril nous dit, quand tu vois la tronche des incidents et les répercussions, c'est un peu un miracle que ça marche tous les jours de l'année. Ouais, non mais carrément. Moi je trouve ça absolument magique. Et ce que je trouve extrêmement fort, c'est que c'est artisanal en fait. Parce que même si ça a été automatisé, la résolution au final elle est extrêmement artisanale. C'est quelques personnes qui se passent un coup de fil, qui discutent sur IRC pour se dire ça déconne, donc on va utiliser ça à la place.
Alors, TSC Error 404 nous demande, au niveau de l'accès à Internet, quelles sont les machines qui servent à produire un réseau Internet pour relier tous les objets connectés? Les objets connectés, c'est pas forcément de la 4G, ça peut être tellement de choses. Alors on en parle beaucoup pour l'accès au, au, au réseau Internet, hein, mais ça peut être des réseaux déjà privés, ça peut être des réseaux qui sont non ouverts au public, ça peut être ça peut être des protocoles, les objets connectés qui transportent peu d'informations, ils peuvent utiliser des protocoles réseau qui vont s'auto-relayer sous forme de réseau mesh, c'est ce que fait le Zigbee par exemple. Après, ça va dépendre. Aujourd'hui, la plupart des objets connectés qu'on va avoir passent par des connexions Internet classiques. Il y a un routeur qui leur permet d'y accéder au niveau de la passerelle vers Internet. Mais entre eux, ils peuvent avoir des réseaux complètement indépendants. Si c'est ce que tu as en tête. Mais c'est pas non plus un sujet que je maîtrise énormément. Ce qui est incroyable, c'est que c'est surtout autorégulé en bonne intelligence et ça fonctionne. Ouais, non, c'est quand même incroyable, quoi. Internet, ça fonctionne d'une façon assez étonnante. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter pour en parler. On ne le sait pas toujours, mais les opérateurs... Oh, ça fait... Je veux super zoomer, là. Les opérateurs, par exemple, les opérateurs français, ils se retrouvent régulièrement autour d'une bière. Ils vont manger ensemble, ils se font quelques conférences dans une salle qui est réservée dans un hôtel, ils se prennent une bière ensemble pour pouvoir se voir de temps en temps. Et typiquement, ça arrive régulièrement avec... Alors, ils n'y sont pas forcément tous, hein, mais ça arrive de temps en temps avec un ensemble de conférences qui s'appelle FRNOG, qui est également une mailing list, c'est une association de faits, où c'est le French Network Operator Group, où ce sont les opérateurs français qui se mettent d'accord, qui se connaissent. En fait, ils se rencontrent comme ça et ça permet de mettre des têtes sur les gens. Et du coup, ça permet que quand on doit appeler quelqu'un, on sait qui appeler, on connaît la personne et ça change un peu tout. TSC Error 404 pour pouvoir une interface instantanée. Quelle machine sert à tout relier pour que sur un ordinateur il y ait le même trafic que sur un autre, il y a le même affichage que sur un autre, pour pouvoir relier une interface instantanée. Souvent on passe par un point centralisé, hein. C'est soit en peer-to-peer, soit par un point centralisé. Souvent comme ça qu'on va le faire, le réseau. Hop, je vais juste regarder. Ouais, j'ai plein de messages. Le peer-to-peer peut être très utilisé dans ce cas-là, hein. Oula, j'ai plein de messages. Ah oui, non, c'est les messages sur lesquels je peux pas répondre. C'est sur Discord. Et puis j'ai un petit message là. Oui, ça c'est mon annonce sur le Discord de la vidéo. Voilà ce que j'avais prévu de vous présenter ce soir. Donc un petit peu différent d'habitude, hein. Pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est pas souvent que je parle du réseau comme ça. J'ai déjà parlé une première fois, j'en reparlerai parce que je voudrais faire un tuto complet pour un petit peu comprendre les adresses IP, le routage, la configuration, toutes ces choses-là, pouvoir creuser un petit peu le truc. Donc je pense que j'en referai, mais c'est pas souvent. D'habitude je parle plutôt de Linux ou je parle plutôt de technologie de radiocommunication. C'est un petit peu ça les deux grands thèmes de la chaîne habituelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Là, c'est la reprise. Je ne sais pas si je ferai un live dimanche soir, mais souvent, je faisais un live le mercredi soir, un live le dimanche soir avec deux thématiques différentes. Le peer-to-peer est utilisé quand l'accès centralisé ne peut être utilisé, ce qui est parfois le cas. La question de Rivaltex, est-ce qu'il y a une épine dorsale au réseau Internet? Alors non, en fait. Internet, c'est internetworking, c'est vraiment une interconnexion de réseaux existants. C'est vraiment ça. C'est pas un Internet, tout le monde se connecte sur l'Internet et puis donc du coup tout le monde échange. Non, c'est des interconnexions, c'est plein de réseaux qui viennent se connecter les uns aux autres et qui échangent des données les uns avec les autres. C'est ça l'Internet aujourd'hui. L'épine dorsale, ce sont ces fameux tiers 1, entre autres, mais également des tiers 2. C'est tous ceux qui permettent à un réseau
de discuter avec un autre réseau quand on n'est pas connecté directement avec lui. Si on reprend le schéma de tétraneutral, c'est c'est ce schéma-là. Si je diminue un tout petit peu pour qu'on puisse être en entier. Voilà. C'est eux qui font l'Internet, mais c'est également les points d'échange. Alors FranceX, j'en ai pas parlé, c'est un point d'échange. C'est pas un opérateur réseau. C'est en gros, je sais pas si ça va être très vrai techniquement parlant, mais en gros c'est quoi? C'est une salle dans laquelle tous les opérateurs sont invités. Et vu qu'ils sont tous dans la même salle, on a juste à tirer des câbles entre les routeurs des uns et des autres pour pouvoir discuter entre eux. C'est ça l'idée qu'il y a derrière les points d'échange, les Internet Exchange, les EasyX comme FranceX par exemple. Ah oui, TSC Error 404, je te conseille de regarder le début du stream alors si tu veux plus de détails parce que je suis un petit peu... je suis revenu un petit peu sur des points de départ. Mais ça nécessite quand même déjà un petit peu de compréhension, c'est pas non plus pour totalement débuter. Mais il y a des choses intéressantes à mon avis dedans que tu pourras regarder. Carso 21, ils ont la S1 level 3, ils ont la S1, ils ont pas mal. Contrairement à ce que disent les films, il n'y a pas d'endroit avec le cœur d'Internet. Non, le cœur d'Internet, ça n'existe pas. Ce qui fait évoluer l'Internet, non, c'est plutôt l'optimisation de... Ce qui fait évoluer l'Internet, c'est le nombre d'utilisateurs qui va y avoir dessus. Parce que derrière, ça va amener comme conséquence, je ne regarde pas la bonne caméra, ça va amener comme conséquence le fait de prendre en compte ces machines supplémentaires et de dimensionner le réseau et de répondre aux demandes de façon différente. Il n'y a pas d'épine dorsale, il n'y a pas de garantie de service dans la plupart des cas. Mais il y a certains opérateurs qui arrivent du coup à se dire bah maintenant c'est la vidéo qu'on fait passer dessus, donc au niveau de la vidéo, on va quand même faire une certaine garantie de service. Je peux vous garantir qu'avec l'Internet d'il y a 20 ans, on ne faisait pas tourner YouTube. Hein. C'était pas possible. Ça allait s'effondrer. Et puis il y a plein de protocoles qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Mais alors, comme dit Cyril, les réunions des maîtres de l'Internet, les 7 maîtres de l'Internet ou les 8 maîtres de l'Internet avec leurs clés, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est rigolo parce qu'on voit souvent passer ça dans les articles de journaux. Il y a la cérémonie des certificats, mais ça, c'est un autre problème. Comme tu dis, McCall, Internet, c'est pas une boîte. Alors, je le mets très bien, mais j'ai pas envie de me faire strike parce que c'est une vidéo sous copyright. Hein, mais si vous cliquez sur le lien de McCall, hein, vous allez tomber sur une petite boîte avec une lunette rouge qui clignote. Et c'est dans la série... merde, comment s'appelle cette série ? Dans une série de geeks où c'est de supports réseau d'une boîte qui parle et puis qui fait croire à une de leurs collègues qu'Internet tient dans une petite boîte hein, et puis il lui donne Internet dans les mains en lui disant faut pas que tu l'abîmes. The IT Crowd, exactement. Merci tout le monde. Ah, très très intéressant ce que tu dis, sac à poil. Un peu en rapport avec le sujet. Il y a un numéro. Alors, l'agence Geek, je connais pas. C'est un podcast, non ? Je connais pas. C'est peut-être une vidéo YouTube, je sais pas. Mais Jean-Luc Vimin, je le suis d'ailleurs sur Twitter, c'est un mec super intéressant. Et Jean-Luc Vimin, c'est un type qui est chez Orange. Et notamment, effectivement, il s'occupe des réseaux internationaux et il présente très souvent ce qui se passe au niveau des bateaux qui appartiennent à Orange et qui vont déposer des câbles sous-marins, des fibres optiques sous-marines, partout dans le monde. C'est ça, Jean-Luc Villemin, le mec d'Orange, fan de bateaux qui tirent des fibres. Si vous suivez son Twitter, vous avez des tonnes et des tonnes de photos de câbles qui sont sur le bateau, etc. C'est absolument génial. TC Error vérifie bien qu'il faisait 512 mégaoctets de RAM. Je crois plutôt qu'il faisait 512 kilooctets de RAM. Hein. Pas mégaoctets, kilooctets. Je pense que t'es 1000 fois trop gros. Ouais, Jean-Luc Villemin, c'est vraiment un type intéressant. Alors, Sacapot avait posé une question. Et le DNS dans tout ça. Le DNS, ça n'est jamais qu'un des services qui va tourner sur le réseau,
et qui va reposer justement sur ce routage-là. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai à l'écran ici, la destination, je ne prenais pas la bonne souris, la destination qui est là, si tu regardes, c'est la route pour joindre le 8.8.8.8 qui est un serveur DNS. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, qui est un serveur DNS. Et donc là, pour joindre un serveur DNS, finalement, joindre un serveur DNS, c'est comme joindre un serveur web, c'est comme joindre n'importe quelle autre adresse IP. On va utiliser les routes qui nous sont fournies, soit en statique sur mon système, soit les routes qui sont fournies avec le protocole BGP. Donc en fait, c'est un protocole d'infrastructure qui permet aux adresses IP de communiquer ensemble. Il n'y a même pas besoin de passer au niveau DNS pour ça. C'est vraiment au niveau de l'infrastructure. C'est une émission où sac à poil. Ah non, mais je sais ce qu'on pourrait faire avec un ordinateur de 2010. Tu sais, TSC Error, moi je fais de l'informatique depuis 1980. Je devais avoir 10 ans, donc 83, 82, 83, un truc comme ça. Et l'ordinateur avec lequel j'étais à l'époque, avec lequel on faisait des trucs, et ben cet ordinateur-là, il était moins puissant que ma montre. Oups, pardon. Je pense à du vous. Ah, c'est pas là. Moins puissant que ma montre. Voilà, j'ai une montre connectée. Ma montre est plus puissante que l'ordinateur que j'utilisais à l'époque. Et on pouvait déjà faire des trucs sympas. Ouais, non, Louis, hein, c'est ça, je suis un vieux. Je suis un vieux. Ah oui, moi je suis un vieux. Ah, F4GX, t'es là, salut. J'ai noté. Tu m'as dit c'est comment le nom du podcast? Je vais noter ça tout de suite. Alors déjà je vais couper ça. Hop. Ma to-do list, non. Je vais pas vous la montrer parce qu'il y a plein de trucs boulot, il y a des trucs perso. Ok, c'est... Alors, attends. Agence to Geek. Agence to Geek, le podcast. Merci. Bon, j'ai mis ça dans ma to-do list, c'est pas vraiment un truc to-do, mais voilà. Rivaltex, il dit, moi je comprends pas comment on peut miniaturiser autant les transistors. Parle-en à Nvidia là, qui vient de sortir des trucs assez énormes. Oui, en plus, il y a Deux Silicium, donc qui est une chaîne YouTube, Stéphane, je crois, qui vient de démarrer une série sur justement les circuits intégrés, qui explique un petit peu tout ça. C'est toute une série qui vient de démarrer sur le sujet. Donc vraiment, ça vaut le coup d'aller voir dessus. Et Fips, t'as vu, j'ai pas dit Fips 01, qui nous dit on a bientôt des soucis d'ordre quantique tellement ça devient petit. On a déjà hein, des soucis d'ordre quantique. Stéphane Marty, exactement. On atteint aujourd'hui la limite de ce qu'on sait faire. Et d'ailleurs, c'est pas forcément simple parce que si on regarde, tiens, vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, on avait AMD et Intel qui se tirent la bourre pour les processeurs de plus en plus puissants. Et aujourd'hui, AMD arrive à faire des processeurs que ne sait pas faire Intel. En termes de taille, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits chez AMD que chez Intel. Et la raison, elle vient que l'architecture qui est utilisée par Intel est plus compliquée à faire en petit que chez AMD parce qu'on est au niveau des limites physiques de ce qu'on sait faire. Pas de ce qu'on sait faire, oui, pardon. On est aux limites physiques de ce qui est possible de faire. Agence to Geek, merci, je vais directement le noter. Alors, ça va peut-être être compliqué parce qu'en fait, j'ai mis 2 ordis. Hop. Ok, merci. Voilà, c'est noté. Et je pense que je vais aller écouter ça parce qu'effectivement, ça m'intéresse énormément parce que Jean-Luc Villemin est un type vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là. Ouh, Cyril, joli. Want more performance. Le seul moyen maintenant, c'est d'augmenter le nombre de cœurs de calcul. Alors oui, et le problème, c'est que c'est pas simple parce que aussi il faut revoir les algorithmes, il faut comprendre les algorithmes parce que on ne peut pas tout mettre, on peut pas tout paralléliser facilement. C'est pas facile de tout paralléliser. Il y a des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas bien paralléliser. En tout cas, merci beaucoup pour le lien sac à poil.
Quelle heure il est 22h41. Je vais pas encore faire extrêmement long parce que je vous dis, j'ai un petit peu ma journée dans les pattes. Je parle depuis ce matin 8h non-stop, 8h30 non-stop. Je rentre à la maison, puis qu'est-ce que je fais? Je fais un live où je parle à nouveau. Je commence à avoir un petit peu de mal. Si tu veux pas aller plus vite avec ta voiture, tu prends plusieurs voitures. Voilà, c'est exactement ça. C'est si tu veux avoir un enfant en un mois, tu prends 9 femmes. Abdelkar, alors je peux parler, c'est pas une carte son. Bamet, bienvenue à toi. Il m'a semblé avoir vu passer une alerte, mais j'ai mon fil d'actualité. Bienvenue à toi, Bamet. Non, vous gênez pas, oulala. Ah, il y a Ataxia qui est en live. Ah oui, on fera un raid dessus si elle est toujours en live. Oui, merci Fips. Complètement. En plus, j'ai vu que elle avait. Je savais pas qu'elle faisait des lives et j'ai vu passer un tweet aujourd'hui en disant peut-être est-ce que je fais un live ce soir. Je pense qu'elle a dû récupérer la fibre. Alors, je lis les messages. Bonjour Smokes 5904. Oui, Cyril, tu sais ce que c'est qu'une soirée post-formation. En plus, post-formation avec un masque. Bon, la visière, je l'ai gardée que la matinée. Cet après-midi, c'était pas possible. Hein, je l'ai pas gardée. Alors, oui, je peux vous parler vite fait du contrôleur. Donc, vous pouvez dire merci à l'ami Bumblebee. McCall, tu pourras lui dire qu'on a parlé de lui, parce que vraiment, c'est vraiment un super truc. Qu'est-ce que c'est que cet appareil-là? Cet appareil-là, c'est celui qui est ici. Je peux peut-être... Ah non, je peux pas zoomer avec celui-là. C'est uniquement branché en USB sur l'ordi. C'est uniquement branché en USB et c'est un Akai Minimix. Il est là? Je sais pas, j'ai pas regardé qui était là, puis j'ai pas forcément... Ah bah t'es là? Eh ben voilà. Merci mille fois parce que vraiment j'ai configuré ici, comme tu peux le voir, le MIDI Mix, il est là. Et je voulais toucher 2 mots sur effectivement ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Pour comprendre le truc, il faut comprendre comment est-ce que je fais mes lives. C'est pas très simple pour que je fasse mes lives parce que j'ai ici une table de mixage qui est une première sortie qui est branchée sur un PC et une deuxième sortie qui est branchée sur le Mac. Parce que au quotidien, j'utilise plus le Mac que le PC. Un petit peu ça. Et derrière, je veux pouvoir gérer les volumes avec différents logiciels. Et typiquement, alors du coup, j'ai upgradé, j'utilisais pas celui au départ, mais j'ai upgradé avec ça. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Et ben, il me refait le coup de tout à l'heure. Et ben, vous le verrez pas. Pourquoi est-ce que il veut pas? Je ne sais pas. Il veut plus me capturer. Il veut plus me faire de capture d'écran. Capture d'écran. Attends, on va essayer un truc. Non, il veut pas. La capture d'écran est vide. C'est un bug, je pense, sur OBS. Capture d'écran. Capture d'écran, ok. Écran 1, et il est vide. On va faire autrement. Attendez, je vais vous montrer quand même un truc. Non, il m'a fait ça tout à l'heure. Capture de fenêtre. Ok. Voilà. Donc, ce que j'utilise, c'est ça. Ce que j'utilise, c'est un outil qui s'appelle... Attendez, on va faire un petit truc. Ah non, ça marche pas ce que je fais. Bon. Ce que j'utilise, c'est... Oui, en plus, je sature, j'ai mis un limiteur. Ce que j'utilise, c'est ce logiciel-là qui est Voicemeeter Potato. Ici, sur la première tranche, celle qui bouge là. Sur celle-là, j'ai le micro dans lequel je parle. Ce micro-là qui a été, c'est pareil, c'est un cadeau de
SDI HD 3G ou HD SDI 3G sur Twitter, qui me permet, donc qui est branché sur ma table de mixage qui est ici et qui est envoyé sur le PC. Donc ici j'ai le son qui est là. Ici, alors je vais remettre le casque pour entendre ce que je fais. Ici, oui, je bouge. Alors vous le voyez pas, mais je bouge les boutons sur là. C'est ça que j'essayais de faire et que ça n'a pas marché non plus. Je bouge les boutons sur cette fameuse table de mixage. J'ai le son de la musique que je mets. Et puis les autres boutons également, je peux les piloter aussi. Et si je reviens sur cette caméra là, voilà, si je bouge le son ici, donc je pilote directement vraiment la musique, je pilote les différentes entrées avec la table, au lieu d'être obligé de quitter la vue de mon OBS, qui pour moi est importante, parce que la vue de mon OBS, ça me permet de voir que ça fonctionne ou pas. Oui, il y a une cassette dessus. Ça me permet de voir que ça fonctionne ou pas. Donc pour moi, c'est important. En plus, j'ai le chat qui est là, j'ai les événements qui sont passés. Là, j'ai Templar qui a pris un abonnement il y a 1 heure. J'ai Blamette qui vient de suivre. C'est vraiment mon centre de contrôle. Donc j'ai besoin d'avoir ça à l'écran. Et puis le clavier du PC, il est de côté. Je voudrais ne pas trop m'en occuper pour pouvoir faire des choses ici sur le Mac. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ça. Et ça, derrière, tel que je l'ai configuré, c'est que d'une part, bon, ça va assez vite, hein, j'ai quelques boutons à faire et puis à partir de là, quand je monte un truc, ça monte, ça descend. D'ailleurs, je crois qu'il y a un deuxième micro. Attends, celui-là, je l'ai coupé. Je crois qu'il y a un deuxième micro. Donc là, vous devez entendre le deuxième micro. Voilà. Je suis plus avec le premier. Et voilà, je suis revenu avec le premier. Il y a un deuxième micro qui est le micro qui est posé sur la caméra, qui est ici, sur cette caméra-là, j'ai un petit micro. Donc vraiment, je peux piloter tout ce que je veux là. Et ce que j'ai rajouté, là par contre, j'en ai un petit peu bavé. Oui, il est beaucoup moins bon, hein, parce qu'en fait, si je tourne... Alors attends. Si je tourne ça ici, voilà, c'est ce micro-là. Donc forcément, il n'est pas fait pour. Hein. Alors ouais, je peux faire... Peut-être que je mette... Ça fait plus DJ. Alors j'ai d'autres boutons pour le moment, je les ai assignés à rien du tout. J'ai assigné pour le micro, je peux mettre la compression directement là. Et surtout, vous voyez, il y a des couleurs qui sont là. Et le truc qui m'intéresse, c'est que, et c'est pareil, j'étais obligé d'aller bricoler dans la configuration. D'ailleurs, je peux remonter la configuration, je vois que le volume n'est pas très fort. Il fallait que je modifie dans la configuration pour que dans mes oreilles, j'ai pas mon retour. Parce que actuellement, le retour que j'ai, si jamais je mets le retour du micro, je l'ai avec, je dirais, genre, je sais pas, 250 millisecondes de décalage. J'arrive pas à parler avec. C'est assez infernal. Donc j'ai 250 millisecondes de décalage. Donc ce que j'ai fait, c'est que les boutons qui sont là, les boutons jaunes, donc ils sont partout ici. Donc sur cela, il n'y a rien, donc je ne les ai pas configurés. Mais ici, oui. Ici, là je m'entends. Là je m'entends plus, mais vous continuez à m'entendre. Et par contre, la ligne rouge en dessous, c'est ce que vous entendez. Ce qui fait que moi, par exemple, je peux continuer d'entendre la musique et pas vous l'envoyer. Là, vous n'avez plus la musique et je continue d'avoir la musique. Là, j'ai remis la musique. Et puis pour moi, la musique, je peux la couper, je continue de vous l'envoyer. Voilà. Alors, s'il y en a qui connaissent le Go XLR, c'est un petit peu comme le Go XLR, sauf que là, c'est beaucoup plus puissant dans le sens où tout est programmable. Il n'y a pas de carte son avec. Mais ça me permet, moi, de piloter vraiment ma table de mixage Voicemeeter. La ref, c'est le MIDI Mix, le Akai MIDI Mix. Je vais t'envoyer un lien sponsor sur le chat. Hein. Parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Je te fais ça dans une seconde. Alors, pour les lumières, pour les LED, oui, il y a pas mal de config à faire. Pour les LED, je ferai un article. Il faut que je fasse un article sur mon blog. Parce que franchement... il a fallu aller trouver des infos à droite, à gauche. Il a fallu faire tout ça. Ce qui n'est pas du tout évident. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit truc que j'oublie systématiquement de faire. Hein. Hop, on va faire je fais un peu de pub. Voilà. Je t'envoie quand même le truc. Ok, c'est là. Ça arrive, hein. Hop là.
Voilà, c'est ça la table de mixage. Non, elle est pas, c'est pas hyper cher. Enfin, c'est quand même 100 balles. Hein. C'est un cadeau de la part de l'ami Bumblebee. Vraiment, je le remercie énormément. J'ai d'autres boutons que je pourrais configurer. Je me dis, ça serait bien quand j'appuie sur un des boutons, je lance un sample, je lance une musique, je lance un petit truc. Voilà, il y a différentes choses que je voudrais faire, mais voilà, il y a encore pas mal de boulot. C'est le genre de choses que tu pourrais scripter pour ne pas avoir besoin d'y penser et l'oublier régulièrement. Ouais, non mais je sais, mais en plus c'est prévu. Je peux lancer avec le bot. Il y a un bot là qui nous dit tiens, ça fait tant de temps qu'on est en live et tout, mais il faut juste que je le configure. C'est juste ça qu'il faut que je fasse. Alors Louis demande est-ce que c'est possible de l'utiliser avec Voicemeeter. Non, c'est du MIDI. C'est le protocole MIDI qui est utilisé. Donc ça peut être utilisé avec n'importe quelle application qui utilise du MIDI. Alors le problème de Voicemeeter, c'est que Voicemeeter, il ne fait que recevoir du MIDI, il n'envoie pas de MIDI. Et donc du coup, il faut utiliser une petite extension à Voicemeeter qui, quand j'appuie sur un bouton, donc du coup il reçoit une information MIDI, il est capable d'envoyer également une information MIDI pour allumer ou éteindre les LED. Et ça, c'est beaucoup plus chiant à faire. C'est vraiment ça le truc. Abdelkara nous dit le GoXLR, c'est ce que j'utilise avec Voicemeeter, j'avais trop de latence avec les traitements et le volume était trop faible. Alors ouais, c'est loin d'être parfait hein, Voicemeeter. Pour le moment, ça correspond à mon usage. Le problème que je dirais qu'il y a avec Voicemeeter, je vais baisser la musique. Tiens, je vais carrément couper mon retour de musique, voilà, c'est mieux. Vous l'entendez toujours la musique là normalement? Je pense que vous l'entendez toujours. Mais le GoXLR ne marche que sur PC, sous Windows. Point. Il marche pas sur le Mac. Moi j'ai un Mac, j'utilise aussi beaucoup le Mac. Le MIDI fonctionne, le MIDI Mix fonctionne. Pardon, sur le Mac, il y avait Ableton Live offert. Ableton Live Lite, pardon, excusez-moi, offert avec. J'ai essayé, ça fonctionne. On pilote 8 pistes avec, il n'y a pas de souci. On agit sur, on peut, les boutons qui sont là au-dessus, on peut les mettre par tranche en disant bah, ça c'est l'aigu, ça c'est le médium, ça c'est le grave, ou alors on peut faire la balance. Ici ce que j'ai fait c'est que celui-là ça doit être le compresseur, par exemple. Enfin voilà, on peut faire des trucs comme ça, tout est configurable. Voilà. Et le GoXLR est assez cher pour ne fonctionner que sur, pour un truc qui ne fonctionne que sur le PC, ce qui m'arrange pas, ça fait un petit peu cher. Voilà. Combien de temps j'ai passé à tout configurer? J'ai fait ça... Quand est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai reçu vendredi. Samedi, dimanche, j'étais pas là. J'ai fait ça lundi après-midi. Voilà, j'ai fait une après-midi de configuration. GoXLR Mini me tentait bien. Franchement, si GoXLR Mini était compatible avec le Mac, c'est celui que j'aurais mis dans la wishlist Amazon. Mais je l'ai pas mis parce que c'était voilà. Ça correspondait pas. Puis le truc du MIDI, moi, ça me plaisait bien d'avoir un truc MIDI fonctionnel parce qu'en fait, on peut faire plein d'autres choses avec. Alors, s'il y en a qui veulent faire comme Bumblebee et puis soutenir la chaîne, alors vous pouvez soutenir la chaîne comme j'ai mis en participant ici au chat, en discutant, en partageant la chaîne, ça fonctionne hyper bien. Je vous remercie beaucoup. C'est le point le plus important. Mais ce que vous pouvez faire également, donc vous pouvez m'envoyer des dons sur Tipeee, Utip et Patreon, où vous pouvez participer, comme a fait Bumblebee, comme a fait, je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Il y a Christophe, je pense pas qu'il soit là ce soir. Il y a Cyril qui a participé également. Il y a plein de monde qui ont participé sur la wishlist Amazon. Vous voulez m'offrir un des trucs qui est dans la wishlist, n'hésitez pas. Ça m'aide pour faire les vidéos. Tout ce que j'ai mis dans la wishlist, ça sert directement pour les vidéos. Pour le moment, il y a des câbles USB, micro USB qui vont beaucoup m'aider. Il y a une alim et il y a une carte son. Il y en a de 8 € à 200 €. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de dépenser 200 €. J'ai mis parce que je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Effectivement, le tag qu'a mis Carso, c'est que si jamais vous achetez un truc sur Amazon après être allé sur ce lien-là, je touche une commission. Alors c'est 2% sur certains... Suivant les trucs, c'est entre 0,5 et 5%. Ça va pas non plus, aller hyper loin, mais du coup, ça aide à financer la chaîne. Et la chaîne, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est un peu de sous également. Et je suis assez content qu'il y ait pas mal de matériel du coup, au final, qui a été directement financé par vous. Donc la chaîne, c'est vraiment également vous, puisque la lumière, vous ne voyez pas là, mais
Si jamais je me mets sur le fisheye, la lumière qui est ici, celle-là, elle a été achetée avec les dons sur Tipeee. Directement, donc voilà. Oui, une autre table de mixage, oui, je vais quand même utiliser la même hein, pour le mercredi et puis pour le dimanche. Hein. Heureusement, ouais, vous imaginez, sinon si elle marchait qu'un jour par semaine, ce serait embêtant. Sinon, j'aurais pas pu la configurer lundi après-midi. Voilà. Voilà, une table par jour, ça fait beaucoup. J'ai un bureau qui est trop petit pour ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu. Je suis un peu claqué, donc je vais arrêter là pour ce soir. Parce que vraiment, je suis un peu claqué. Je vais aller reposer les yeux assez rapidement, me prendre une bonne douche et puis aller dormir jusqu'à demain où je vais reprendre en parlant de sécurité Unix et Linux avec mes clients. Sauf si vous avez des questions. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Même si c'est un peu plus court, hein, je suis très content d'avoir fait un petit live ce soir avec vous. Même si c'est un petit peu plus court. Bon, on peut pas non plus avoir tout le temps qu'on veut chaque fois. Là, le mois de septembre, les lives risquent d'être un peu plus courts que ceux que j'ai fait jusqu'à présent parce que effectivement, je bosse un petit peu plus. Enfin, Ataxia. Alors attends, pour Ataxia, ben écoute, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un raid chez Ataxia. Attends, je vais organiser ça. Ataxia qui justement fait du réseau. Elle fait beaucoup de réseau. Alors attends, Twitch. Ouais, 2 heures, oui, on a fait quoi? Ouais, quasiment 2 heures. Ce qui n'est pas négligeable, effectivement. C'est pas du tout négligeable. Ataxia TV, je suppose que c'est ça. Non, c'est quoi le... S'il y en a un qui peut me donner le lien d'Ataxia, puis comme ça vous allez faire un petit tour sur son live. Oh là, ce soir j'ai du mal. Je vous dis j'ai du mal. Hein. Just chatting. Ah, Ataxia Network. Je la voyais pas. Elle est peut-être pas dans discussion, elle est peut-être dans sciences et techniques. J'ai même pas de sciences et techniques là. Alors attendez, parce que je vais vous mettre un lien, comme ça on va y aller. Eh oui. Ah là, même carrément 60 personnes en cours. Hop. Alors on va organiser un raid. Comment est-ce qu'on lance un raid sur une chaîne? Eh bien écoutez, moi je vais vous dire une bonne soirée. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous dire à très bientôt. Et puis dites bonjour à Ataxia. On se connaît pas, hein, je la connais pas, je la suis sur Twitter, je la connais pas. Et puis moi je vous dis à très vite sur Twitter, sur YouTube, sur le Discord, si jamais vous voulez. Et puis au pire à la semaine prochaine, peut-être dimanche soir, on verra, peut-être dimanche soir. Voilà, allez, je lance le raid. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Et puis on s'est encore bien amusé ce soir. Moi ça m'a fait bien plaisir, même après une journée de boulot, de passer un petit peu de temps avec vous. Ciao tout le monde, je lance le raid. Non, c'est pas parti. Ah voilà.